La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blabla Foot. Aujourd'hui, c'est déjà le 3e épisode de Blabla Basket. On poursuit notre récit sur les Raptors de Toronto, je le rappelle, première équipe non américaine à être sacrée championne NBA. La dernière fois, nous avons abordé l'ère Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Et on attaque cette fois-ci la saison 2018-2019, celle du titre pour la franchise canadienne. Je vais donc accueillir notre guest star, notre conteur des temps modernes, Monsieur Oncle Phil, figure de Radio Off Basket. Jingle, Oncle Phil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oncle Phil, est-ce que tu nous entends ? Alors, Oncle Phil, je crois qu'il a quelques problèmes de connexion. Il va être avec nous dans un instant. En attendant, je vais accueillir nos chroniqueurs qui ont pris position ce soir sur l'application Blabla Foot. Tout d'abord, Christophe. Salut Christophe. Salut Max. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi ? Bah ça va. T'es toujours sur ton petit nuage, même depuis 2019, du titre des Raptors. Ah bah moi ça bouge pas, on reste au sommet. Bah d'ailleurs, vous avez pas encore de successeur, hein, donc vous êtes encore les champions en titre. Et on compte bien le rester, même si évidemment là, ce qui arrive après avec les playoffs et tout ce qui va arriver va être un peu bizarre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, effectivement, là en ce moment, on est un peu dans l'expectative de ce qui va pouvoir se passer au niveau de la NBA. Je vais accueillir également Flavien qui est avec nous ce soir. Salut Flavien. Salut Max, ça va ? Eh ben écoute, ça va et toi ? Tranquillement. Bien envie de parler de ces Raptors un peu surprises. Je pense qu'on le fil en parlera bien mieux que nous tout au long de l'émission, mais bien envie de parler de cette équipe des Raptors qui a fait bien plaisir l'année dernière. Alors Phil, il va nous le raconter s'il se décide à nous rejoindre, puisque pour l'instant il est pas là. Alors Phil a dû prendre un petit peu de retard, hein, ça c'est pas très grave. On va, avant de commencer du coup, en attendant et avant de commencer l'émission, je vais rappeler à nos auditeurs, si vous nous écoutez via notre site internet, via le lien direct live, donc n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à télécharger l'application. Elle est disponible sur Google Play, sur l'Apple Store, et vous pouvez cliquer sur Devenir chroniqueur pour prendre position et venir débattre avec nous. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, @blablafoot_app, sur Facebook, la page blablafoot, et sur Instagram, @blablafoot.officiel. Alors, messieurs, en attendant qu'Oncle Phil se joigne à nous, je vais déjà vous poser une question, parce qu'on a évidemment le programme, hein, qui est déjà annoncé sur l'application. On va commencer par l'association en fait Pascal Siakam et Kawhi Leonard. Moi, je voulais vous demander, Pascal Siakam, on aborde la saison 2018. Est-ce que vous savez qui c'est à ce moment-là ? Vas-y, Christophe. Ben on sait qui c'est, le grand public ne sait pas forcément qui c'est. C'est un joueur qui a beaucoup scoré en G-League, qui a été champion avec les Raptors 905, donc l'équipe entre guillemets réserve des Toronto Raptors. Mais effectivement, le grand public ne le connaît pas encore très bien. Il a tout de même joué beaucoup de matchs avec les Raptors, mais il avait une adresse qui était absolument désastreuse, par exemple, et c'est loin d'être le joueur qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu lors de la saison du titre. Flavien, t'es d'accord avec ça ? Ouais, c'est d'accord. Il parle d'adresse, notamment à 3 points, où c'était vraiment compliqué sur son début de carrière. Et cette saison-là, la saison 2018-2019, l'a fait vraiment exploser de ce point de vue-là et a apporté une arme supplémentaire à une équipe qui avait vraiment step up en plus sur son effectif. Alors, messieurs, je crois que Oncle Phil est avec nous. Oncle Phil, bonsoir. Est-ce que tu nous entends ?
Bon, on va lui laisser le temps de se connecter tout doucement. Ça prend toujours un peu de temps, hein, c'est normal. Les aléas du direct, hein, on connaît tous ça. Mais donc effectivement, et alors ça c'est une chose, et donc le film nous le racontera tout à l'heure. Pascal Siakam, finalement, il n'a pas un parcours typique des joueurs de NBA, passe par l'université, etc. Christophe. Non, c'est un joueur donc qui est camerounais, qui a beaucoup joué au Cameroun et qui s'est exilé très très tard et qui a commencé le basket à l'âge de 15 ans, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'il a plutôt bien fait d'ailleurs finalement. Et il a fini par être repéré par une fac au Nouveau-Mexique et c'est là qu'il a commencé à, entre guillemets, se créer sa place d'abord dans les équipes universitaires et ensuite en NBA. Ah oui, mais il est passé par la fac en fait. C'est ça que moi je croyais qu'il était venu directement. Je croyais qu'il était venu directement en NBA finalement, qu'il était passé un peu comme les Européens. Non, il avait été drafté. Oui, il a été drafté. Et il avait été drafté à la même draft que Jakob Poeltl. Il avait été drafté, je crois, de mémoire autour de la 20e position. 27e position. Ouais, 27e. Ça fait partie de ces joueurs qui finalement ont été draftés très loin et qui en fait font des grandes carrières. On en a connu un certain Français qui a joué aux Spurs pendant longtemps. Ouais, puis aussi un certain Argentin qui a joué aux Spurs aussi. Oui, effectivement. Non, mais avec Pascal Siakam, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression qui est vraiment linéaire en fait depuis qu'il est en NBA. Sa première saison, il tourne à 4 points par match en jouant 15 minutes. Petit à petit, en fait, il s'impose dans la rotation. Il a de plus en plus de minutes. Forcément, ses statistiques elles augmentent, mais en plus, ses pourcentages restent les mêmes, voire s'améliorent encore. Donc, c'est un joueur qui chaque saison passe un step. On se dit cette année, on l'a vu progresser, ce qui va être capable d'hausser le niveau encore, et à chaque fois, il est capable et il le prouve depuis maintenant 4 ans. Effectivement. Alors, je crois que donc on a des petits soucis pour avoir Oncle Phil, mais je suis en train de le rajouter encore à nouveau. Oncle Phil, est-ce que tu nous entends ? Je viens de t'ajouter à notre débat. Est-ce que tu es parmi nous ? Alors, Oncle Phil, je sais pas s'il nous entend. Oui, il a redémarré son application. Hein. C'est vrai que des fois, il faut faire ça si jamais on n'arrive pas à choper le bon flux. Le flux, hein, merci. On va parler français tranquillement entre nous. On est à la maison. Oncle Phil, est-ce que tu nous entends ? Donc, je viens de t'ajouter à notre débat. Donc normalement tu dois être là avec nous. Je ne sais pas si. Alors Oncle Phil, je communique avec lui sur WhatsApp, mais bon, on va pas faire notre émission sur WhatsApp non plus. Hein, on va la faire sur Blabla Foot. Donc voilà, là il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas. Je vais lui demander s'il nous entend. Parce que effectivement il est bien présent, on peut le voir sur l'interface Blabla Foot. Il est présent dans le débat, Oncle Phil, mais on ne l'entend pas pour l'instant. Alors, en attendant qu'il arrive, donc il y a la saison, effectivement, les amis des Raptors qui commencent en 2018, et donc on sait pas trop finalement comment. Mon fils m'appelle, mais je ne peux pas répondre car je suis en direct. On a des problèmes avec Oncle Phil. Alors, je vais voir avec la technique, les amis. Je suis désolé pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Je suis désolé pour ces problèmes techniques. Je vais voir avec la technique ce qu'ils peuvent faire. En attendant, je vais donc vous interroger, les amis, comme on le faisait. Donc, les Raptors. Je disais qu'on au début de la saison, on a Pascal Siakam qui a été drafté à la 27e position. On a Kawhi Leonard, on ne sait pas dans quel état de santé il est. Donc, c'est vrai que en termes de niveau, on ne sait pas trop comment les attendre, où les attendre au début de cette saison-là, Flavien. Ah bah c'est ce qu'on disait un petit peu il y a 2 semaines, c'est que c'est une équipe qui se reconstruit totalement, qui découvre un nouveau groupe. Oncle Phil est avec nous. Si. Yes. Je vous promets que j'étais là 5 minutes avant, j'ai lancé l'application comme d'hab, puis ça m'a éjecté. Eh ben écoute, je ne sais pas, j'étais resté attentif aux auditeurs qui prenaient position au début de l'émission et je ne voyais pas apparaître ton nom, effectivement, et je ne sais pas pourquoi tu es allé directement dans les remplaçants, ce qui est pas très sympa, étant donné que tu es le titulaire attitré de l'émission quand même. Hein. Donc toutes nos excuses, donc le fil, comment tu vas ? On est ravis de t'avoir avec nous, enfin. Je vais bien, merci de m'accueillir. Merci.
Avec grand plaisir. On essaiera de t'accueillir avec moins de problèmes techniques la prochaine fois. Sache-le. Hein, c'est pas qu'on voulait t'éjecter de ta propre émission. Ne t'en fais pas. Comme tu l'as dit la dernière fois, ça arrive aussi au meilleur. Ah voilà, exactement. Je l'ai dit. Effectivement, ça me ressemble. Alors, Oncle Phil, on a pris un peu les devants en t'attendant. Je sais pas si tu nous entendais. Et j'étais en train, en fait. Alors justement, on avait déjà attaqué le cas Pascal Siakam un petit peu. Donc, j'avais demandé à Christophe et Flavien ce qu'ils en pensaient. Si on le connaissait, en fait, une fois qu'il est arrivé, effectivement, il était un peu méconnu, drafté un peu loin, 27e position. Et puis surtout, on avait commencé à discuter de l'état de forme et de comment situer les Raptors au début de la saison 2018. Et c'est ce que Flavien était en train de répondre à cette question-là. On savait pas trop où les situer et jusqu'où ils iraient en fait. Quelles étaient les capacités de l'équipe. Flavien, si tu voulais juste rapidement reprendre ce que tu disais. Ce que je disais, c'était que l'effectif a quand même pas mal bougé sur l'été 2018 avec l'interrogation Kawhi Leonard. Les playoffs étaient bien plus qu'envisageables. Maintenant, c'était savoir où est-ce que... c'était quasiment du one-shot cette saison-là. Et du coup, on savait pas trop vraiment comment situer, où est-ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait faire de plus et ce qu'il faisait avant. Oncle Phil, je propose que tu enchaînes juste après Fabien pour débuter ton récit qu'on a dû anticiper un tout petit peu, mais voilà, y a pas de on est vraiment dans les balbutiements encore de cette saison. On n'a pas dépassé le 5 septembre 2018. Vous avez gratté un peu, c'est pas grave. Merci, mais en tout cas c'est bien, merci. Donc j'enchaîne, donc voilà, 5 septembre 2018, on plante le décor. Vous avez commencé à planter le décor, donc je vais simplement enchaîner avec bien entendu cet état des lieux, avec l'arrivée d'un Kawhi Leonard pour lequel on n'avait pas toutes les infos concernant son état de santé. La majorité des franchises avait ce petit point d'interrogation lorsque Kawhi Leonard arrive aux Raptors. Dans quel état de santé est-il réellement, puisqu'on rappelle que quand il n'était pas en grande forme. Et puis voilà, on va pas revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc il est là. Les Raptors gardent bien au chaud le secret physique. Et il arrive avec Danny Green, on rappelle, il arrive avec Danny Green. Danny Green, un bon shooter, quelqu'un qui a des bonnes capacités en shoot et qui sait défendre aussi. Il y a aussi Greg Monroe qui arrive dans cette équipe pour compenser l'absence de Jacob Poelt. Et un peu plus tard de l'arrivée de Marc Gasol qui arrive aussi dans cette équipe. Donc voilà. On va enchaîner. La question clé concernant l'attaque des Spurs, le système offensif de cette équipe des Spurs, des Raptors de Toronto. Je sais pas pourquoi je pense aux Spurs d'ailleurs. On en a parlé juste avant en fait. Je sais pas si c'est pour ça, mais ça doit être peut-être un transfert de pensée peut-être. Donc exactement. J'enchaîne. Voilà, pour la question clé, c'est Kawhi Leonard est là, ok, mais il lui faut un support offensif à ce moment du début de la saison. Et on se pose la question les experts se posent la question, qui peut être le second créateur offensif de cette équipe? Et les yeux du front office se sont tournés à cette période d'octobre 2018 vers ce très jeune ailier fort venu du Cameroun, Pascal Siakam. Et on va vous expliquer pourquoi en plantant un décor comme on l'a fait la dernière fois. On va se projeter un petit peu vers le futur. On va revenir on va aller vers la date du 6 janvier 2019 lorsque le duo Pascal Siakam et Kawhi Leonard détruisent à eux deux les Bucks de Les deux joueurs nous avaient livré une prestation extraordinaire avec près de 30 points chacun. 6 rebonds, 6 passes, 5 interceptions pour Kawhi Leonard et 30 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 contres pour le Camerounais Pascal Siakam. Et en prime, l'action qui avait tué les Bucks sur la fin, puisque le match était assez serré. On va simplement rappeler qu'après avoir marqué son 3e 3 points de la soirée, Pascal mis
un point d'honneur à sa performance et à celle de son équipe en contrant violemment la dernière action de Giannis. C'était un lay-up, ce qui a donné la victoire définitive à ce moment-là de Toronto. Et on va garder aussi une deuxième date. On va se projeter un peu plus en avant, le 14 février 2019. Je ne sais pas pour vous, le 14 février, vous le savez, c'est la fête. La fête, oui, la fête des amoureux. Oui. C'est la Saint-Valentin. On a mis un peu de temps à répondre là, effectivement. Je pense que tu entends plus. Oncle Phil, ah oui, non, on a à nouveau perdu Oncle Phil. Alors, Oncle Phil, si tu nous entends, tu peux redémarrer ton application et essayer de trouver un meilleur point de connexion. Peut-être si tu es en 4G, de te mettre. Oui, tu nous entends? Je vous entends bien. Alors, ouais, je vous entends bien. Ton son se perd par moment légèrement. Si tu peux, je ne sais pas si tu es sur ta 4G ou sur ta Wi-Fi, si tu as l'opportunité de te mettre peut-être, je ne sais pas, s'il y a un endroit où tu captes mieux ta Wi-Fi, je ne sais pas. Et là, c'est bon. Là c'est bon, pas mal. Ouais. Ça a l'air pas mal, là, effectivement. Okay. Et donc, tu disais le 14 février, on a mis un peu de temps à répondre sur le fait que c'est la fête des amoureux. Voilà. Mais donc, oui, et ce jour-là, Pascal Siakam, beaucoup de gens ont dû... Oui, donc excuse-moi. Je dis ce jour-là d'ailleurs parce que beaucoup de gens ont dû tomber amoureux de Pascal Siakam, vu la prestation qu'il a faite ce soir-là. Oui. 10 rebonds, 3 contre pour Pascal Siakam. Voilà de quoi placer le contexte sur l'importance de ce joueur pour le titre NBA par la suite. Donc, sauf si quelqu'un veut réagir sur la saison de Pascal Siakam, allez-y. Christophe, tu t'en rappelles de ce match de Siakam face aux Wizards? Face aux Bucks plutôt, tu veux dire? Non, là on parle du match le 14 février 2009, c'est c'était face aux Wizards, 44 points, 10 rebonds et 3 blocs. Je t'avoue, là, celui-là, j'en ai pas spécialement de souvenirs, mais pour la saison de Siakam, comme avait dit Flavien précédemment, c'est vraiment une progression qui est hyper linéaire. C'est très très progressif, c'est-à-dire qu'au départ, il avait énormément de déchets dans son jeu, notamment au niveau du tir. Notamment donc à 3 points, mais aussi même au niveau de ses pénétrations. Mais c'est vrai qu'il a, tout en continuant à garder une cadence de tir assez élevée, il a été de plus en plus efficace, et ce qui a forcément augmenté ses stats. Ouais. Donc Oncle Phil, d'ailleurs justement c'est ça, on l'a évoqué rapidement, il a commencé le basket à 15 ans, mais c'est quoi un peu, tu peux nous raconter Oncle Phil un peu l'histoire, les origines de Pascal Siakam? Bien sûr. Pascal Siakam est né le 2 avril 1994 à Douala, donc au Cameroun. C'est le de 6 enfants, c'est le plus jeune des 4 garçons. Il y a 5 garçons et 2 filles dans la famille. Et est clairement destiné à une vie au service de la prêtrise à l'église catholique. Son père l'ayant inscrit dans un séminaire au Cameroun. Donc son père souhaitait qu'il ait une de prêtre, on va dire ça comme ça. Mais Pascal, lui, il ne rêvait pas particulièrement de devenir. Il voulait pas devenir prêtre, même s'il suivait la directive de son père. Et le basket, il s'y intéressait pas particulièrement beaucoup. Mais même on va dire même pas du tout, puisque à l'époque, il racontait que lui, sa passion, c'était le football. C'était le football, ou alors il avait comme choix de travailler en tant que haut fonctionnaire au Cameroun après ses études. Il avait déclaré je n'avais pas envie d'être prêtre. Mon père avait beaucoup d'amis prêtres, c'est pour ça qu'il m'avait inscrit au séminaire Saint-André de mais là-bas j'avais appris à être un homme, on va dire ça comme ça. En 2011 donc, Pascal Siakam participe au camp de basket de Luc Mbah a Moute qui jouait à l'époque pour les Clippers de Los Angeles. Il rencontre à ce moment-là Joel Embiid il n'a pas rencontré Joel Embiid à ce camp de basket. Il a rencontré Joel Embiid plus tard en Afrique du Sud. Mais lorsqu'il a participé au camp de Luc Mbah a Moute, il raconte qu'il n'avait pas d'intention particulière de progresser, en tout cas pour ce qui est du basket. Pour lui, c'était une occasion de s'amuser en jouant avec ses amis, vu que la participation au camp de Luc Mbah
était gratuite. Et même le statut de Luc, il ne le connaissait pas particulièrement à l'époque. Et grâce aux relations de la Fédération de basket du Cameroun et aux relations qu'avec des frères qui évoluaient au niveau universitaire aux États-Unis à l'époque, il a été envoyé donc en Afrique du Sud pour participer donc au Basketball Without Borders. Et donc c'est à cette époque, pour lui, c'était une occasion. C'était surtout une occasion de revoir un membre de sa famille depuis longtemps. Je crois qu'il a évoqué sa sœur, l'une de ses sœurs, à ce moment-là. Et à ce camp, il rencontre donc Joel Embiid pour la première fois, mais il ne le connaît pas plus que ça. Il y a une déclaration qu'il avait faite dans Basket Info où il avait déclaré Joel Embiid, je ne l'avais pas plus que ça. On rappelle que Joel Embiid est aussi de nationalité camerounaise comme lui. Il a dit je ne l'avais pas repéré plus que ça. Il n'était pas exceptionnel à cette époque et je n'étais pas non plus exceptionnel non plus. Donc je ne particulièrement reconnu, mais c'est après ce qui s'est passé dans les succès qu'il a eu dans sa carrière que je me suis rappelé de lui. Et il rappelle aussi que c'est grâce aux relations de son père qu'il a obtenu une bourse pour les États-Unis et qu'il s'est donc rendu du côté de la God's Academy à Louisville. Alors Pascal Siakam, il a une grosse... Quelqu'un veut réagir ? Sinon j'enchaîne. Non, j'allais te dire, Oncle Phil, c'est quand même extraordinaire ça, un joueur qui a 15 ans, il joue quasiment pas au basket, il s'en fout à moitié, il préfère le foot et puis finalement il a quelque chose d'une qualité incroyable, une espèce de talent inné qu'il a développé au fil des années. Je voulais demander, les amis, et peut-être Flavien, si tu veux réagir à ça, est-ce tu as en tête d'autres exemples de joueurs comme ça qui n'étaient pas du tout destinés au basket et qui au final ont fait une carrière assez incroyable aux États-Unis? Oncle Phil, si je me trompe pas, Embiid aussi, c'est pareil. Il a commencé super tard. Le basket. Hein. Justement, c'est pareil, à l'entour de 14-15 ans, il a commencé et 6-7 ans après, il était en NBA. Ouais. Quoi. Donc il y a pas mal des joueurs comme ça qui, sur le tard, se découvrent un talent ou du moins des capacités physiques exceptionnelles pour jouer au basket et qui performent assez vite en fait. Christophe, t'es d'accord avec ça? T'as peut-être d'autres exemples qui te viennent en tête? Là, pour le coup, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable quand on y pense de se révéler à ce point-là, si tard, de ne pas calculer à ce point un sport avant son adolescence pour au final devenir un des meilleurs joueurs de NBA quelques années plus tard. Ouais. C'était d'ailleurs le cas que ce soit pour Siakam ou pour Embiid. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est finalement assez propre à l'Afrique, puisqu'on sait que malheureusement l'Afrique est un continent qui manque cruellement d'argent et d'infrastructures en fait pour les jeunes enfants et adolescents qui souhaitent pratiquer du sport. Alors ce qu'on peut dire, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que pour le cas de Siakam et pour le cas qui au cas d'Embiid, c'est surtout ces deux qualités. C'est d'abord une taille, c'est-à-dire un niveau physique. Ce sont deux joueurs qui ont une très très bonne taille et c'est le niveau athlétique. Au niveau athlétique, ils sont très puissants et c'est ces deux qualités qui avaient tapé dans l'œil de Ujiri Masai, qui avait d'ailleurs repéré Pascal Siakam au Basketball Without Borders. Il y est chaque année d'ailleurs, Ujiri Masai. On va dire propre aux Africains en développement. C'est un potentiel d'abord physique intéressant qui est après développé par des coachs, que ce soit en Europe ou alors aux États-Unis. C'est ce que je peux dire. Bien sûr. Mais alors, et du coup, tu disais que, je crois que ce que tu allais dire, c'est que Siakam, il a une qualité justement, c'est qu'il apprend très vite en fait. Au-delà de ses qualités physiques. Très vite. Pascal Siakam, c'est véritablement une éponge. Très rapidement, comment bien jouer au basket. Il a démarré assez tard, comme on l'a dit. Comme je l'ai dit aussi, ce sont ses qualités athlétiques qui ont fait la différence. On va revenir à sa période lycée. Siakam au lycée du côté de Louisville, il tourne à 15,9 points, 12 rebonds et 5 contres par match. Par la suite, il intègre donc New Mexico State, mais il ne joue pas avec sa team la première année à cause d'une blessure. C'est dans la deuxième année qu'il joue et qu'il explose littéralement. 34 fois titulaire sur 34 matchs. Il tourne à 20,3 points, 11,6 rebonds, 2,2 contre. 7 double-double. On va rappeler que à cette période, il est toujours d'ailleurs le seul joueur de cette année-là avec plus de 20 double-double
avec 20 points en moyenne par match. Pascal Siakam est aussi le premier joueur de New Mexico State dans l'histoire depuis plus de 13 saisons à réaliser un match avec plus de 20 rebonds. Il avait terminé cette saison-là, cette deuxième année, avec 1000 points et il terminera avec 1129 points. Donc les Raptors, Ujirimas Raptors décident de le drafter à la 27e position le 23 juin 2016. Mais les débuts sont timides car malgré 38 titularisations, il ne brille pas. Lorsqu'il a été titularisé, c'était pour remplacer un joueur dont le nom sautait de mes notes. Si vous l'avez en tête, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens plus de ce joueur qu'il avait remplacé. Voilà. Mais il n'a pas réalisé un gros. Enfin, il n'a pas été exceptionnel, on va dire ça comme ça, lorsqu'il a commencé avec 14. Et il a été envoyé en NBA G League. Et c'est ce passage en NBA G League qu'il a pratiquement, on peut dire, transformé, mené son équipe au titre NBA G League avec 23 et 9 rebonds. Et il a même été nommé MVP de la finale NBA G League. On rappelle que c'est Jerry Stackhouse qui était le coach de son équipe, les Raptors 905, si je prononce bien le nom de cette équipe, NBA G League. Ouais, voilà. C'est bien ça. Avec Jerry Stackhouse en tant que coach. Donc voilà, il est champion NBA G League et il remporte aussi le titre de MVP des finales. Donc il est rappelé donc en équipe première et sa deuxième saison est une saison où il renforce, on va dire ça comme ça, son statut de futur star à l'époque à Draymond Green, puisque Pascal Siakam il a cette qualité, il défend sur toutes les positions et il est sur le terrain, son équipe gagne beaucoup de matchs quand il est sur le parquet. Il a un rôle de défenseur, il défend plus lors de sa deuxième saison et il tourne à 7 points de moyenne par match. Troisième saison de Pascal Siakam, c'est véritablement l'année de sa révélation avec Kawhi à ses côtés. Parce qu'on rappelle que lorsque la saison a démarré, lorsque les six premiers matchs ont démarré avec 6 victoires et les Raptors avaient véritablement démontré leur capacité à rester aux conférences et ce grâce à une très bonne défense, une très bonne alchimie, mais surtout un excellent Kawhi Leonard. Mais il ne faut pas oublier le chef d'orchestre de cette équipe. Excuse-moi que je t'interromps, mais c'est pour poser une question. Alors oui, effectivement, les Raptors démarrent avec 6 matchs et 6 victoires. Mais bon, justement, le problème des Raptors, c'était qu'ils étaient très forts en saison régulière et peu performants finalement par rapport aux attentes au moment des playoffs. Christophe, toi, tu t'en rappelles sûrement de ce début de saison-là. Finalement, peut-être que c'était pas si surprenant de ça qu'ils démarrent bien et que c'était pas là qu'on les attendait en fait. Bah après, c'est aussi que le calendrier de l'époque était pas forcément non plus hyper compliqué. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le troisième match, il y avait Kawhi Leonard qui était absent, et que c'est quelque chose qui a été assez fréquent parce qu'il a été beaucoup ménagé par le staff des Raptors, et ce qui a été bénéfique à la fois pour lui, mais aussi pour la totalité de l'effectif, qui a pu justement se développer eux-mêmes sans forcément dépendre de l'apport de Kawhi Leonard, qui lorsqu'il était là, forcément prenait le lead. Mais l'équipe pouvait aussi se débrouiller. Flavien, tu te rappelles de ça toi aussi, de ce moment-là de la saison des Raptors? Bah, c'est vrai que comme le dit Christophe, le calendrier est assez simple. Et je le rejoins totalement, en fait, dans le sens où cette équipe a pu se développer autrement qu'avec Kawhi Leonard, mais en même temps, continuer à gagner des matchs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que sans sa star, l'équipe continue à tourner, l'équipe continue à remporter des rencontres malgré que le joueur sur qui tout est oui, parce que c'est un peu une réflexe finalement, c'est aussi un réflexe souvent de panique de la part des supporters. Ah, notre meilleur joueur est blessé, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où l'équipe doit être soudée, j'imagine. Et après il n'est pas spécialement blessé. Kawhi Leonard, c'est un joueur qu'on ménage très régulièrement parce qu'on sait que dans les moments importants, il va être très très fort. Et du coup, le conserver physiquement. Mais alors, et dans tout ça, oncle Phil, quid de Kyle Lowry? Parce qu'on on n'en parle pas depuis le début de l'émission. Puisque l'on parle, on a effectivement parlé, vous avez évoqué le cas où les joueurs arrivent. Kawhi Leonard, c'est aussi, surtout
c'est aussi en grande partie grâce à ce chef d'orchestre qui est Kyle Lowry, qui en ce début de match, en début de saison, tournait à 19 points, 10 passes avec 56% au tir. Kyle Lowry de cette équipe. Et ça va nous permettre aussi de rebondir sur un élément qui a failli, on va dire ça comme ça, détériorer les relations entre Kyle Lowry et le front office des Raptors, entre Kyle Lowry et Masai Ujiri, pour être plus précis, c'est le départ de DeMar DeRozan. Le départ de DeMar DeRozan, on en a parlé lors de l'épisode 1. Épisode 2, épisode 1. Épisode 2. Voilà, épisode 2, merci. Donc, le départ de DeMar DeRozan a été véritablement un crève-cœur, non seulement pour les fans des Raptors, mais Kyle Lowry, on va dire surtout même pour Kyle Lowry. Pourquoi? Parce que DeMar DeRozan, il le considérait comme un frère, on peut dire ça. On ne pouvait pas parler du succès de DeMar DeRozan à Toronto sans parler de Kyle Lowry. D'ailleurs, on va revenir sur les paroles de Kyle Lowry sur ESPN à propos de ce qu'il avait ressenti. DeMar DeRozan avait été tradé, il avait déclaré, il était 2h30 du matin, j'étais dans mon lit en dormir et mon téléphone sonne, je le prends et je vois DeMar, il a prononcé, je ne répéterai pas ici, mais en gros, il m'a dit qu'il venait d'être tradé pour San Antonio. À ce moment-là, je m'assois sur le bord et je dis « Quoi? Tu as été quoi? » Attends, je suis resté assis là un petit moment et je ne savais pas quoi dire. Je m'étais senti trahi parce que c'est mon pote, c'est mon ami. Donc oui, voilà ce que j'ai ressenti personnellement à ce moment-là. Le monde de la NBA est un monde très dur. Quant au président des opérations de basket, là, il fait allusion à Masai Ujiri. Ce que je peux dire, c'est que quand je viens ici, je fais mon job. Il dit, quand je viens ici, je fais mon job. Lui aussi, il fait son job. Moi, je fais mon job et on est là pour ça. Et ça s'arrête là. Donc, vous remarquez la tension qu'il y avait entre DeMar DeRozan et entre Kyle Lowry et Ujiri Masai. Il avait déclaré aussi, concernant sa relation avec DeMar DeRozan, DeMar était le gars que nous avions drafté, il était devenu un sacré joueur de basket et j'étais celui qui ne cessait de le pousser à aller mieux. On rappelle aussi que DeMar DeRozan, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent, on va quand même en parler, DeMar DeRozan, il a beaucoup souffert de dépression. Il a beaucoup souffert de dépression, oui. Et Kyle Lowry fait partie de ces beaucoup aidé à surpasser ce mal-être. D'ailleurs, il a beaucoup communiqué sur ce mal avec Kevin Love. La dépression, c'est un mal qui touche beaucoup les joueurs pros aux États-Unis. Donc, mais Kyle Lowry l'avait beaucoup aidé à ce moment-là. Et Kyle Lowry, excuse-moi, oui, vas-y. Phil, mais Christophe, toi, tu savais ça à l'époque de DeRozan jouait à Toronto, que lui, il était en dépression? Oui, c'est quelque chose qui était assez connu. Lui-même, on avait déjà un peu évoqué ce sujet très, très difficilement. Mais oui, c'est quelque chose. On sait que c'est un joueur qui mentalement a toujours eu des difficultés et que c'est en partie justement dû à ses problèmes. Toi, Flavien, tu comprends ça, qu'il puisse y avoir des joueurs qui tombent dans la dépression, puisque finalement, il y a beaucoup d'observateurs. Moi, j'en fais pas partie, mais qui ont tendance à facilement dire ah mais c'est bon, ils gagnent des millions, ils font le métier de leur rêve, il n'y a pas de raison de pas aller bien, quoi. Non, ça se comprend, et même c'est bien justement que ça commence à sortir, justement, que DeMar DeRozan, que Kevin Love, comme le citait Oncle Phil, puisse être une tribune en fait pour ces joueurs qui ont ces soucis-là, et non, moi je me souviens pas vraiment je me souviens pas spécialement d'avoir eu connaissance de ces soucis-là à l'époque de DeRozan à Toronto. Justement, j'ai eu l'impression de les avoir connus après, quand il est parti, quand il a été transféré. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'avais en tête. Mais bien sûr que c'est bien qu'ils en parlent, c'est mieux d'en parler. Mais cette relation difficile, en tout cas très glaciale, entre le GM des Raptors et Kyle Lowry, moi ça me rappelle un peu la relation, peut-être à moindre mesure, mais la relation entre ce qu'on peut voir dans The Last Dance, la relation entre Scottie Pippen et le GM des Chicago Bulls à l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, Ouais, c'est la bonne phrase. Bah ouais, C'est la bonne phrase. Je crois que ça va être la réponse. Ça dit tout. Business is business, voilà. Mais il faut dire quand même que Scottie Pippen, il s'était quand même fait avoir. Hein. Rester 7 ans, plus de 7 ans avec un contrat minable. Il y a de quoi en vouloir à son patron. Ouais, c'est clair. Mais alors du coup, finalement, parce que Scottie Pippen, il a fini par faire le boulot, puis c'est ce qu'a fait Kyle Lowry en fait. Oui, il l'a fait. Il a dit, il est là pour jouer, il est là pour bosser, et c'est ce qu'il l'a fait. C'est ce qu'il l'a fait, et ça montre un petit peu le côté, comment dire, on va dire que ça montre ce côté-là où il a décidé plutôt d'être ce joueur qui allait mener son équipe vers les sommets, on va dire ça comme ça. Parce que Kyle Lowry, dans sa relation avec Masai Ujiri, lorsque Masai Ujiri arrive aux Raptors de Toronto, Masai Ujiri, il fait comprendre une chose claire à Kyle Lowry. Il lui dit, excusez-moi, je pense à Kyrie. Il fait comprendre à Kyle Lowry que à son époque, sa valeur n'était pas exceptionnelle. C'était un joueur dont la valorisation tournait autour de 2-3 millions de dollars. Et Masai Ujiri l'avait mis devant ses responsabilités en lui disant, est-ce que tu veux être un joueur, tu veux rester un joueur qui vaut 2-3 millions de dollars, ou bien tu veux un joueur qui en vaut 10 ou 15 millions. Donc c'est ces deux personnalités qui avaient posé les bases d'une relation franche, honnête et surtout professionnelle. Donc on va dire ça comme ça. Justement, Flavien, toi, tu t'échanges Lowry contre Kyrie, honnête? Oh, pas du tout. Non mais admettons que t'as pas Kyrie. Est-ce que tu prends Lowry ou pas? Ça dépend ce qui reste sur le marché. On sait que Flavien n'a pas très grand amour pour Kyle Lowry. Non, mais c'est un joueur, Kyle Lowry, il m'a fait un peu fermer ma bouche sur la saison dont on parle justement, où statistiquement c'est pas sa meilleure saison. Par contre, dans le poids qu'il a sur le jeu et dans le vestiaire, c'est vraiment. Mais alors, Christophe, pour toi, supporter des Raptors, Kyle Lowry, est-ce que c'est pas un peu le héros mal compris, est-ce que c'est pas un peu votre Robin? Je sais pas si c'est notre Robin, mais en tout cas, c'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été un très très bon lieutenant. Il a pris ce rôle-là à la perfection, et que même, je déborde un peu, mais qu'on voit lors de cette saison, la saison actuelle, c'est totalement lui qui a pris le lead de tout, et c'est quelque chose qu'il avait déjà commencé à faire dès la saison passée, puisqu'on sait que Kawhi, c'est pas un joueur qui parle énormément, et que c'est justement Kyle Lowry qui a pris ce rôle-là pour motiver un peu les troupes et parler à tout le monde. Alors, Oncle Phil, est-ce que tu veux pas nous... Parce que je crois que c'est ton programme, quand tu as travaillé là-dessus un peu, mais tu veux pas nous rappeler un peu le parcours de Kyle Lowry? Bien sûr. Kyle Lowry, c'est un joueur qui a toujours, pendant l'intégralité, presque pratiquement, il n'y a que depuis cette année ou l'année dernière que maintenant il a un petit peu de crédit, mais c'est un joueur qui a toujours été considéré comme un joueur moyen. Il a joué pour Villanova, et en 2006, il est sélectionné à la 24e position par les Grizzlies. Rien d'exceptionnel sur ce joueur qui ne veut pas rivaliser avec Mike Conley Jr. qui à l'époque arrive pour le poste de meneur titulaire. Donc il est envoyé, il quitte les Grizzlies. Il a envoyé aux Rockets le 19 février 2009. Il a envoyé aux Rockets de Houston. Saison Kyle Lowry fait plutôt une saison intéressante avec quelques cartons, quelques matchs à plus de 20 points, même je crois 1 ou 2 matchs à 30 points. Mais le 11 juillet 2012, il est donc tradé aux Raptors. Là, j'accélère pour éviter de rester dans les détails qui ne sont pas forcément passionnants. Et on va donc rappeler que le 31 mai 2013, Ujiri Raptors décide de changer la mentalité, d'apporter sa pierre dans l'édifice pour optimiser la mentalité de Kyle Lowry en lui demandant de tout faire pour faire augmenter sa valeur marchande. Donc on va
que Kyle Lowry, c'est qu'il est quand même 6 fois All-Star. On va rappeler aussi que c'est le meilleur passeur de l'histoire des Raptors de Toronto et que c'est le recordman des triples-doubles de toute l'histoire des Raptors avec 9 triple-doubles. Donc maintenant à savoir si c'est un Robin avec ça, il y a de quoi se poser la question. Peut-être pas. Se poser la question. Peut-être pas. Non, c'est un joueur costaud. Un joueur très très costaud. Il a simplement pour lui, on va dire, c'est un joueur de l'ombre. Voilà, c'est un joueur de l'ombre. Il a cette étiquette, mais il est véritablement très 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 costaud. Très très costaud. On va enchaîner. Bah vas-y, enchaîne. Si si tu veux dire une dernière chose pour Kyle Lowry, mais peut-être sur Kyle Lowry. Surtout que Flavien il l'aime pas, donc bon. Bah, tu as appris à l'aimer un petit peu quand même, non? Avec ces 2 dernières saisons, tu l'aimes un peu mieux. Oui. Je respecte le joueur. Après, j'aime pas spécialement le voir jouer, etc. Mais pour sa saison 2018-2019, au minimum, je respecte largement ce qu'il a fait. Et de toute façon, il a un titre et on peut pas lui retirer. Mais après, Kyle Lowry, c'est vraiment un joueur que tu détestes affronter. C'est un joueur qui est tout le temps en train de gueuler tout le temps, qui tente de provoquer des passages en force, quitte à faire un peu de flopping parfois, justement. Disons que c'est un joueur que tu préfères avoir dans ton équipe plutôt que de l'affronter, parce que c'est aussi, ça on peut pas non plus lui enlever, c'est quand même un très très bon défenseur. Et puis c'est aussi un des plus beaux fessiers de toute la ligue. Ça clairement. J'aime vraiment ça, celle-là, mais elle est pas mal. On va dire. Elle est pas mal. Alors, Oncle Phil, est-ce que à ce moment-là, à l'automne 2018, au sein de la ligue, est-ce qu'on considère les Raptors comme une menace ou pas? On pense comme une équipe de saison régulière. En tout cas, c'est une équipe qui a prouvé avec Dwayne Casey qui était bien là quand il était là et quand il est parti. Une équipe capable, une équipe très très forte en saison régulière, mais malheureusement une équipe qui se casse toujours les dents, soit au premier tour, soit au second tour des playoffs. Donc alors, clairement. Il me semble qu'il y a quand même eu un certain personnage qui répond aux initiales de KD qui a commencé à parler des Raptors. Ouais. KD qui a commencé à parler, il n'était pas le seul d'ailleurs, puisque même son coéquipier Klay Thompson lui aussi a mis un petit mot sur ça. On a senti que quelque chose, il allait se passer quelque chose en tout cas à ces playoffs-là. Ça a commencé le 30 novembre 2018 lorsque les Raptors affrontent les. On rappelle qu'après 22 victoires en 29 matchs, les Raptors affrontent les Warriors. Des Warriors sans Stephen Curry, mais avec un énorme Kevin Durant. Il y avait Kevin Durant qui était là, il y avait Draymond Green, il y avait Klay Thompson. Stephen Curry n'était pas là. Et Kevin Durant était en mode MVP sur ce match avec 51 points. Les Raptors avaient battu les Warriors en prolongation sur un score de 131 à 128. Il fallait quand même le faire lorsque vous avez un Kevin Durant à ce niveau. Et le deuxième match sur lequel on va avancer un petit peu aussi, c'est le 13 décembre 2018. Ce match a une particularité car Leonard était absent, donc il n'était pas là. C'est Kyle Lowry dont on parlait précédemment qui menait le jeu, qui menait les Raptors et qui a mené son 23 points, 12 passes. Les Warriors avec donc Kevin Durant, Draymond Green et Klay Thompson ne peuvent rien faire face à cette équipe. Deuxième match de suite perdu. Un score de 113 à 93 et Kevin Durant avait donc déclaré à ce moment-là, il avait déclaré les Raptors possèdent, non, il avait dit les Raptors possèdent des champions NBA avec Danny Green et Kawhi Leonard. Alors moi je vais un petit peu couper parce que lorsque Kawhi Leonard et les Spurs de San Antonio le Thunder d'Oklahoma City avec Kevin Durant à l'époque, il avait dit ce n'est pas à cause de Kawhi Leonard que les Spurs avaient gagné, mais c'était à cause du système Greg Popovich. Et cette fois, lorsque Kawhi Leonard du côté donc des Raptors met encore une branlée aux Spurs, cette fois possède des champions avec Danny Green et Kawhi Leonard. Donc il a fini lui-même personnellement par accepter ce statut de Kawhi Leonard en tant que véritable franchise player au même titre qu'un LeBron James ou alors que je vais citer au même titre qu'un LeBron James quoi. Mais qu'est-ce qu'on dit
Qu'est-ce qu'on dit en anglais? On dit pas sore loser, mauvais perdant? pour KD à l'époque. KD, c'est un joueur ultra sensible. Il a été sur les réseaux sociaux. Il a ses doigts qu'il démange beaucoup. En plus de quelque chose qu'il touche, il n'hésite pas à se lâcher sur les réseaux sociaux. Il a cette particularité-là. Quoi? Aussi, attends, ouais. C'est quoi cette histoire, Flavien? Ah, il est accusé. Oui, bien sûr. C'est même sûr, c'est même prouvé qu'il a créé des faux comptes pour se lâcher, tout simplement. Sur des médias. C'est un peu bête de se faire griller, quand même. Ah non, mais c'est le personnage, ouais, c'est clair. C'est le personnage, on va dire. Qui avait déclaré donc les Raptors possèdent des champions NBA comme Danny Green et Kawhi. Ils ont également des joueurs de valeur comme Serge Ibaka, Kyle Lowry et Jonas Valanciunas. C'est un excellent mélange de joueurs. Ils ont un nouveau coach et des leaders qui ont connu des batailles en playoff. Il avait aussi rajouté que c'est une jeune équipe ou expliqué qu'avec ces 2 victoires contre nous, ils ont un peu de confiance, mais ils sont là depuis un moment quand même, et ils seront encore là après nous avoir battus. Ils débarquent de nulle part, les Raptors sont là, ils sont bien présents. Ils ont un peu de tout, ils ont des ailiers athlétiques, des intérieurs qui peuvent... On sait que Kyle Lowry est un grand joueur. Bien évidemment, quand Kawhi joue, on sait de quoi il est capable. Globalement, ils ont montré différents styles pour gagner, et ils étaient la meilleure équipe de nous, et chacun semble avoir confiance l'un en l'autre. Donc voilà des révélations lourdes de sens à l'époque qui ne passaient pas dans l'oreille son averti. Et même Klay Thompson je l'ai pas dans mes notes, mais même Klay Thompson avait fait quelques déclarations, surtout lors du deuxième match. Il avait précisé favori. Pour lui, les Raptors étaient favoris pour la finale NBA à ce moment-là. Donc les choses étaient, on va dire que le décor était planté pour les amener en finale, mais on avait déjà quelques indications qui nous permettaient de penser que les Raptors allaient certainement aller loin. Et on rappelle qu'ils ont terminé la saison régulière à la 2e place face aux Bucks de Milwaukee. Christophe, voilà. Christophe, j'enchaîne. Phil, en demandant à Christophe, c'était ton impression aussi à ce moment-là de la saison. La saison régulière finie, qu'est-ce que toi tu te dis? Moi, je me dis que le peu du reste à faire, c'est quelque chose. Les Raptors avaient déjà fini premier de leur conférence des années auparavant. Ça n'avait abouti à rien par la suite. Effectivement, ces 2 victoires contre les Warriors, elles étaient prometteuses. Mais les playoffs, c'est vraiment un autre monde. Et moi, j'attendais vraiment, justement, la confirmation de ce changement de mentalité qui était censé influer... Surtout, Christophe, que LeBron James n'était plus là. Oui. Mais alors bon, Flavien, je sais pas si tu étais très attentif aux Raptors, parce que toi, tu devais être en train d'ouvrir le champagne, parce que les Nets, il me semble qu'ils étaient en play-off. Ils avaient retrouvé les play-offs pour la première fois depuis longtemps, mais... C'est exactement ça. Mais toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose de différent cette année-là chez les Raptors? Moi, pas spécialement. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. C'est que c'était fin mai, juste avant les finales en fait, entre les Warriors et les Raptors. J'ai la chance de rencontrer Jared Dudley, qui à l'époque du coup jouait à Brooklyn et qui maintenant joue aux Lakers. Et on avait discuté un petit peu et tout, on a discuté une petite heure. Et le mec me dit, je pense que les Warriors vont être champions. Mais j'en ai discuté avec plein de joueurs. Et il me dit, ouais, je pense, j'aimerais. Ah oui, il y avait une espèce de sympathie en fait. Serait vraiment bien ça au sein de la ligue. Et il y avait une sympathie, au sein de la ligue. Pourquoi elle venait d'où? Pourquoi cette sympathie d'après toi? Comment? Lui, ce qu'il disait surtout, c'était qu'ils en avaient un peu marre aussi de voir les Warriors l'emporter. Alors, je peux comprendre, parce que ça faisait déjà 2 saisons qu'ils étaient champions et ils roulaient littéralement vers le 3e titre de suite. Donc c'est pour ça que voilà, ils s'étaient pas spécialement attendus. Tout le monde attendait vraiment les Warriors favoris. Toi, Christophe, d'être face à ces Warriors, c'était un truc particulier en plus, j'imagine, non?
Ah bah particulier, moi j'étais, comme on dit, j'étais comme un ouf. Hein. J'étais là en finale. Juste pour revenir un peu à ce qui a été dit avant, je pense qu'il fait aussi le capital sympathie des Raptors, c'est surtout leur public. Il y avait LeBron James qui, lors du sweep, bon c'est toujours facile de dire ça lorsqu'on gagne, qui avait dit que cette équipe-là s'en relèverait et que même après le sweep, toute la salle continuait à encourager les Raptors. Je pense que c'est aussi ça qui crée le capital sympathie vers cette équipe. Ah, surtout, à mon avis, je pense. Flavien, est-ce que les Raptors ont des meilleurs supporters que les Nets? Il reste lucide. Si tu regardes les matchs au Barclays Center, effectivement, messieurs, effectivement. Écoutez, on a finalement fait plutôt vite aujourd'hui. L'émission, je sens qu'on arrive vers la fin déjà, mais bon, si vous avez des choses à rajouter, c'est un peu le moment, quoi. Si vous avez des choses à dire, des coups de cœur, des anecdotes qui vous reviennent en tête, lâchez-vous. Christophe, vas-y, lâche-toi, c'est ton moment. Voilà, pour le coup, je repensais à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des joueurs au parcours un peu originaux. Je me suis rappelé, du coup, il y a Chris Boucher, qui est un ailier fort des Raptors, qui lui aussi a commencé le basket très tard, qui vivait dans la banlieue de Montréal, et qui, je crois, à 15 ans, il était cuisinier ou plongeur dans un restaurant, et il a fini par faire un tournoi de basket où il a marqué 44 points. Et c'est là qu'il a fini par être repéré et qu'il a commencé une carrière de basketteur professionnel. Il y avait ce genre de joueur, oui, effectivement. Flavien, allez-y, parlez entre vous, parce que moi je parle trop dans cette émission. Donc, Flavien, il y a une chose, peut-être une anecdote, un truc qui te revient en tête que tu voudrais rajouter. Moi, ce que je trouve quand même qu'on doit forcément, dont on doit forcément parler, c'est les blessures chez les Warriors de Klay Thompson et de Kevin Durant, qui, je dirais pas que sans ces blessures-là, les Raptors avaient aucune chance, mais on n'en était pas loin. Et les deux coups du sort, où à la fois Kevin Durant, il fait tout pour revenir de blessure, et il se répète directement, plus Klay Thompson qui se blesse sur le dernier match, pareil, ligaments croisés, grave blessure. C'est des coups du sort pour les Warriors les mecs, ça faisait 3 ans qu'ils couraient justement après ce trip hit, et tu sens physiquement que c'était vraiment dur sur la fin de la 3e année, qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau, un peu comme en 2016 quand ils avaient gagné leurs 73 matchs et qu'ils étaient arrivés rincés contre les Cavs en finale. Donc ça, il y a ce détail-là quand même très très important sur la finale c'est vrai. 2019 à souligner. Puis on peut aussi citer la fameuse anecdote du fils de Fred VanVleet, qui, après la naissance de son fils, Fred VanVleet est devenu entre guillemets le Stephen Curry des Raptors. Il a commencé à artiller comme pas possible à 3 points. Lors de la finale, ça fait vraiment un récital incroyable, et que justement la naissance de son fils est devenu un autre joueur. Avant, c'était un joueur entre guillemets assez lambda. Et je crois que lors des finales, il tourne presque à 50% à 3 points, donc c'est absolument exceptionnel. Et puis il rentre des tirs comme Steph Curry. Exactement. Et ça, je pense, on peut qu'on l'explorera dans les prochains épisodes de cette série The First Dance. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Oncle Phil? Juste préciser que je vais parler d'une alchimie, une très très bonne alchimie dans cette équipe. Je vais aussi parler de la relation Pascal Siakam, Serge Ibaka. Je reviendrai dessus lors du prochain épisode, parce que cette relation aussi a beaucoup amené aux Raptors, surtout Marc Gasol aussi, une grosse expérience. Marc Gasol, on le présente plus. On va en parler aussi pour l'épisode 4. On fera le point sur les moments clés de la saison et ces playoffs, ces incroyables playoffs qui nous ont emmenés vers la finale. Absolument. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur Blabla Foot aujourd'hui. Merci déjà Christophe et Flavien d'avoir été fidèles à Blabla Foot pour ce Blabla Basket.
C'était un Et puis, plaisir. Avec plaisir. on avec plaisir. vous attend pour les prochains épisodes. Vous revenez évidemment, vous êtes ici chez vous. Et merci encore d'être passé. Oncle Phil, merci à toi, bien sûr, Merci. de nous avoir d'avoir encore embelli notre soirée de Merci. de ta belle voix et de tes beaux récits. Merci. J'apprécie beaucoup leur présence, Flavien et Christophe. Merci. Merci Non, beaucoup t'inquiète, à pas de notre souci. guest star Avec Oncle plaisir. Phil, et puis merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas pu écouter d'ailleurs l'intégralité de notre émission, je vous conseille de télécharger l'application et vous retrouverez nos programmes dans l'onglet replay de Blabla Foot. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir notre nouvelle fonctionnalité. Et oui, vous pouvez à présent créer vos propres débats sur l'appli, qu'ils soient privés ou publics. C'est ce qu'on vous offre. Blabla Foot, c'est une radio citoyenne jusqu'au bout. Donc restez bien branchés sur Blabla Foot. Demain, on termine enfin notre saga sur les 11 de légende avec le best team du continent africain. Venez nombreux, et dimanche, bien sûr, votre rendez-vous hebdomadaire, le Talk. D'ici là, portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt sur Blabla Foot. Ciao, ciao. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.